On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on fait le bilan de la session parlementaire à Ottawa avec la députée fédérale Christine Normandin. Mais d'abord, on reçoit la DG du Cégep, Nathalie Beaudoin, qui vient de voir son mandat être renouvelé pour un autre 5 ans. Le mandat de la directrice générale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a été renouvelé pour un autre 5 ans, ce qui nous amène jusqu'en 2029. Elle est avec nous, Nathalie Beaudoin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. En très grande forme et en santé. Oh oui. Bon, le temps passe extrêmement vite parce qu'initialement, le mandat d'origine date de 2019, donc avant la pandémie. C'est terminé en 2024, mais déjà, le conseil d'administration a renouvelé pour un autre 5 ans. C'est reçu de quelle façon, ça? Écoutez, moi, je suis privilégiée. Je le crois toujours, je le disais en 2019, mais je le reçois de façon très positive, surtout que c'est un processus où toutes les instances du collège ont à donner leur mot c'est le conseil d'administration qui fait un comité. Donc, toutes les instances du collège se sont prononcées. Alors, je remercie en fait les membres de la communauté collégiale pour leur appui, leur confiance qu'ils ont témoigné dans ce cadre-là. Généralement, sans faire une grande enquête exhaustive, mais en temps normal, les DG de cégep font à peu près ça, un bon 10 ans à chaque endroit, ou même des fois, certains vont changer d'établissement? Bien, je vous dirais que avant, c'était peut-être un petit peu plus stable, mais le réseau collégial, à l'heure actuelle, il y a quand même de la mouvance, comme oui? dans tous les milieux de travail, je vous dirais, mais je pourrais pas répondre plus précisément, mais il y a davantage de mouvance. Je regarde dans l'historique ici même du cégep, vos prédécesseurs ont été là quand même assez longtemps à chacune des fois, là. Bien, j'ai été en collaboration avec Mme Chantal Denis pendant 10 ans, Mme Comtois. Donc, effectivement, oui, tout à fait. Bon. Est-ce que le fait d'avoir un autre 5 ans, ça permet aussi de pouvoir compléter des projets qui prennent plus de temps? Parce qu'il y a la gestion quotidienne, mais en même temps, quand on est dans un poste de direction, on gère des projets, on gère l'avenir, il y a la vision de ce qui s'en vient. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir un 5 ans additionnel, ça va vous permettre peut-être le fait de terminer des choses que vous avez entamées? Tout à fait. Je pense que c'est l'esprit derrière aussi au niveau de la gouvernance. On a un plan stratégique 19-24. On est rendu déjà à la fin du plan stratégique. Quand je suis arrivée en 2019, c'était de mettre en branle ce nouveau plan-là, de le réaliser. Et je suis pas mal fière des réalisations collectives du collège. Mais ce plan-là couvre vraiment une vision à long terme pour notre collège. Alors, on va déjà être dans le bilan du plan stratégique 2019-2024. Puis, dans mon mandat, bien, c'est de réaliser le nouveau plan avec la communauté collégiale 2025-2030. Bon, quand vous êtes arrivé en poste en 2019, quel était l'état des lieux? C'est quoi vraiment là, la photo là, que vous avez prise en 2019? Le cégep ressemblait à quoi? Je le connaissais bien puisque j'y étais depuis 2007. Le cégep était dans une très bonne posture en santé. C'était une organisation qui jouissait d'une très bonne santé, climat de travail, climat d'études, santé financière également. Alors, ça nous a permis de passer au travers d'une pandémie qui fut de tous les défis de tous les temps, mais on a quand même réussi à sortir notre épingle du jeu à travers tout ça. Bon, on n'a pas encore beaucoup de recul versus la pandémie, mais quand on regarde maintenant au loin, c'était nouveau pour tout le monde, là, tout ça, dans le cas de la gestion d'un cégep, qu'est-ce que vous retenez de cette période-là, de ce qu'on a fait de bien ou peut-être un peu moins bien, ou peu importe? Quel est le bilan que vous tracez de cet épisode-là? Moi, je vous dirais essentiellement, c'est l'importance de l'expérience collégiale dans la réussite éducative, que c'est une expérience qui se vit à l'intérieur même des murs. C'est une communauté. Ça, c'est un des premiers constats. Donc, que les étudiants aient vraiment une panoplie de services en plus de leur programme d'études, que la communauté est derrière eux pour les accompagner. L'autre chose, je vous dirais plus au niveau de la gestion, ça nous a permis d'être beaucoup plus agiles parce que lors de la gestion de la pandémie, les choses changeaient aux heures, aux minutes près. Alors, ça a consolidé encore plus les liens dans les équipes de travail aussi, mais notre collège est aussi en transformation.
Est-ce que positivement. technologiquement, est-ce qu'on était prêt au niveau de la technologie, le virtuel et tout ça, ou est-ce qu'on a fait un bond rapide en début de pandémie pour y arriver? Bien, à Saint-Jean, on a fait un bond phénoménal et toute la communauté s'est mobilisée hein, pour offrir les cours à distance. On se souviendra, Ouais. on était dans les premiers cégeps au Québec à offrir des cours à distance. Oui, il y a eu des expériences, mais tout ça, ça nous a équipés, je pense, pour faire face aux années qui s'en viennent aussi, là. Que reste-t-il de ça? Est-ce qu'il se donne encore des cours en virtuel? Est-ce qu'on a gardé des choses qu'on a faites durant la pandémie? En quoi la pandémie a-t-elle transformé ou changé la routine quotidienne du cégep? Bon, au niveau des diplômes d'études collégiales, donc on appelle ça l'enseignement ordinaire, les cours sont en présence et c'est très bien ainsi. Au niveau de la formation continue pour les adultes, il y a des Ouais. formules hybrides qui permettent de répondre aux besoins de ces étudiants-là. C'est des besoins qui sont différents de nos jeunes qui arrivent du secondaire. Donc ça, c'est une chose quand même intéressante pour la formation continue. Mais c'est ça. Donc, on a appris de toutes ces expériences-là aussi, là. Bon, je me rappelle, votre prédécesseur me parlait souvent de cet enjeu du nombre d'étudiants. Je me rappelle même une entrevue, je ne sais pas en quelle année, où on avait 3600 élèves inscrits au cégep. Là, on était comme ici, là, il manquait de locaux presque. Là. Bon, il y a eu des variantes. Là, actuellement, quel est le niveau de fréquentation du cégep? 3 000 étudiants à l'enseignement ordinaire. Donc, et les prévisions du ministère, c'est qu'on va aller vers 3 600 étudiants en 2029. Et selon nous, nos statistiques, on est plus près du 3007. Mais bonne nouvelle, là, notre demande au niveau des agrandissements pour le ministère nous a permis d'avoir un financement pour des modulaires. Là, on est en train de travailler là-dessus pour installer des modulaires supplémentaires. Donc, c'est une solution quand même, je dirais, en attendant d'avoir les agrandissements, mais ça va répondre à notre manque d'espace à l'heure actuelle. Mais du modulaire, vous en avez déjà en ce moment? On en a déjà, mais on va faire l'acquisition, la location de nouveaux modulaires là, dans les mois qui s'en viennent. Qui On pourrait vient amener votre d'avoir. capacité, ça va vous donner une marge de manœuvre? Ah oui, tout à fait. Parce que là, en plus, lors de mon mandat, bien, j'ai fait des demandes d'autorisation de nouveaux programmes de DEC, sciences informatiques et mathématiques et techniques de physiothérapie. Alors, on est en train de mettre en place la création de ce nouveau programme-là, physiothérapie. C'est sûr que pour le public, puis on le voit dans le monde de la santé, on le voit dans le monde scolaire, bon, souvent, les établissements demandent des agrandissements, mais en attendant on évoque le modulaire, mais des fois, le modulaire va être là pendant 5-10 ans aussi. C'est sûr que pour le public, des fois, c'est un peu difficile à comprendre pourquoi on met des sous dans le modulaire alors qu'on pourrait prendre ces sous-là pour le projet initial. Pourquoi on est obligé de faire ça de cette façon-là? Bien, c'est parce que je pense que les besoins sont immenses au niveau de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Alors, le ministère veut quand même répondre rapidement aux besoins des établissements. C'est sûr que c'est temporaire. Nous, c'est 5 ans. Donc, mais là, on va avoir des modulaires dans les mois qui s'en viennent. Alors, ça permet quand même... Et les modulaires, aujourd'hui, en 2023, c'est quand même très différent d'une autre époque. Alors, ça permet de répondre à certains besoins, mais nous, on attend aussi impatiemment la réponse pour la clinique école, là, donc, bon, parce qu'on le sait, ça fait quand même un petit bout que vous avez fait une demande pour un projet d'agrandissement. Bon, il y a eu les élections, il y a probablement eu d'autres cégeps qui étaient peut-être plus mal en point que celui de Saint-Jean, qui ont été priorisés. Où en sommes-nous avec ce projet-là? Bien, c'est un projet qui est encore d'actualité pour nos équipes de travail. On est en lien direct avec le ministère, en lien direct avec notre député, M. Lemieux également. Donc, on attend impatiemment une réponse positive. Mais notre dossier continue de cheminer et il chemine très bien. OK. Donc, ça avance bien. Là. Il n'y a pas d'écueil en ce moment ou d'inquiétude. Aucun écueil. Ça chemine très bien. Bon. Souvent, on parle du niveau du volet scolaire, mais parlons un peu de la bâtisse, parce que le Cégep Saint-Jean, c'est aussi l'ancien séminaire. C'est un vieil édifice, là, évidemment, et comme si vous avez des vieilles maisons, hein, on sait. Quel est l'état physique des lieux? Comment se porte l'établissement en ce moment? Bien, il se porte très bien. Et là, à l'heure actuelle, pour les gens qui passent devant, on est en plein travaux de rénovation et de transformation. La bibliothèque est en rénovation. Le corridor A100, là, dans l'ancien séminaire, il est en rénovation parce que une des choses qu'on a constatées avec la pandémie, les étudiants ont occupé cet espace-là parce qu'on avait besoin d'espace supplémentaire, mais là,
ça va être transformé et rénové pour répondre à ces besoins-là, pour que les étudiants continuent à utiliser cet espace-là. Corridor A100, donc la bibliothèque, la résidence également. On continue la rénovation. On a fait des rénovations par le passé. Là, on est en train de rénover les chambres et donc beaucoup de transformations à l'heure actuelle pour l'été qui s'en vient pour vraiment offrir. On entretient énormément notre collège. Bon, au-delà de l'aspect physique des lieux et de cette transformation ou projet de rénovation ou d'agrandissement, et qui sait, peut-être que vous serez encore en poste au moment où on va couper le ruban rouge. J'espère bien. Hein, vous le souhaitez, hein, d'ici 2029. Mais parlons des programmes, parce que ça, c'est l'autre aspect aussi. Est-ce que vous souhaitez, d'ici 2029, est-ce que vous souhaitez que le Cégep diversifie son offre? Souhaitez-vous même l'ajout de certains programmes? On est en analyse à l'heure actuelle. Évidemment, étant donné qu'on est en manque d'espace, la priorité, Ouais. c'est d'agrandir le collège, d'avoir vraiment la clinique école, l'auditorium aussi, Ouais. et la salle d'entraînement, le centre sportif. Ça, c'est toujours en cours. On travaille avec le ministère à ce niveau-là, mais il faut répondre aussi aux besoins de notre région. Avec la nouvelle directrice des études, Roya Bouzia, on est en train de regarder ça et on va analyser finement la carte des programmes du collège pour continuer de répondre aux besoins de notre région. Une fois agrandi, est-ce que le Cégep aura suffisamment de marge de manœuvre pour des projets futurs? Puis là, je m'éloigne un peu, mais même dans les années 2030 et plus, là, autrement dit, est-ce que ça va vous permettre peut-être d'avoir plus de lassitude là-dessus? Tout à fait. C'est ce qu'on regarde. On regarde à long terme. Et on a un plan également pour les terrains extérieurs avec le développement durable. Donc, on a un plan sur 10 ans là-dessus. Alors, ça, on a fait ça pendant la pandémie. Alors, on va vraiment bonifier tous les espaces verts dans le collège et sur nos magnifiques terrains. On est chanceux d'avoir un terrain de cette qualité-là et on travaille là-dessus également. Bon, vous avez un grand terrain avec beaucoup de cases de stationnement. Bon, souvent, le stationnement ou la circulation routière est souvent l'objet de débats. Quoique là, en ce moment, j'entends rien au niveau municipal. Est-ce que les étudiants prennent encore beaucoup la voiture, moins la voiture? Avez-vous des statistiques là-dessus? Oui. Donc, notre responsable au niveau du développement durable a fait des analyses, mais on a aussi une étude sur notre empreinte écologique. On a tout fait ça, là. Donc, dans le plan stratégique, là, c'est toutes des réalisations qui sont magnifiques. Mais là, il faut travailler à sensibiliser notre communauté pour le covoiturage, pour que les jeunes utilisent davantage le transport en commun, les vélos. Donc, on installe aussi des espaces pour les vélos qui sont peut-être un peu plus de qualité. Alors, on est proactif là aussi pour favoriser ce changement-là. Ça passe par là aussi. Là. Oui, parce que les jeunes, eux aussi, ont des habitudes à changer. Hein? C'est comme nous, hein, les plus vieux. Mais bref, c'est ça. Les temps changent, donc les déplacements aussi, le mode de déplacement est appelé à changer. Là. Comme je dis, même si vous avez quand même beaucoup de cases de stationnement, il n'en reste pas moins que si vous remontez à 3600 étudiants, bien, forcément, il va y avoir un impact là-dessus aussi. Mais ça, c'est le plan pour le développement durable qui est imbriqué et qu'on va travailler avec la communauté pour changer, ou en tout cas, rendre ça plus accessible, les autres moyens de transport alternatifs. Nathalie Beaudoin, merci beaucoup. Bonne chance pour ce prochain 5 ans qui va se terminer en 2029. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. On est en fin de session à la Chambre des communes à Ottawa et il n'y a toujours pas d'élection en vue, quoique
Il faut quand même se rappeler qu'on est toujours en situation de gouvernement minoritaire, même si on l'oublie parfois de par la conjoncture des travaux. Avec nous pour parler de cette fin de session, la députée de Saint-Jean à Ottawa, Christine Normandin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Entendez-vous des rumeurs qu'on n'entend pas? Sur une élection? Oui. En fait, ce qu'on constate depuis les derniers jours avec la discussion qu'on a sur l'ingérence chinoise, entre autres, c'est que si le gouvernement doit tomber, ce ne sera pas à cause de l'opposition. Le NPD a confirmé indirectement qu'il n'y avait pas l'intention de voter contre le gouvernement dans un vote de confiance. Donc on se dit, si le gouvernement est défait ou si la Chambre est dissoute, ça va venir des libéraux. Et là, ce qu'on commence à avoir comme idée peut-être d'une fenêtre, ce serait le printemps 2024. Il y a une raison derrière ça, c'est qu'on a une nouvelle carte électorale qui est en redéfinition. Et le moment où elle pourrait entrer en vigueur, ce serait peut-être autour de l'automne 2024, mais on ne sait pas trop à quel moment à l'automne 2024, ce qui laisserait aux libéraux comme dernière fenêtre avec cette carte-là, le printemps 2024, ce qui est à leur avantage parce que la nouvelle carte crée des comtés en Alberta, entre autres, où ils sont assurés, les libéraux, de ne pas faire de gains. Il y a une possibilité qu'ils en perdent un siège au Québec avec Gaspésie qui deviendrait peut-être bloquiste et les pays d'en haut qui va créer, ça risquerait d'être bloquiste à ce moment-là. Donc, il y aurait un avantage, eux, à fonctionner avec la carte actuelle. Donc, on se dit, s'il y a une élection qui se passe avant 2025, elle risque d'être avant l'automne 2024. Et le gouvernement pourrait se défaire lui-même ou même pourrait toujours, le premier ministre a toujours quand même cette possibilité de déclencher des élections. C'est sa prérogative, puis on comprend que ça ne viendra pas de l'opposition parce que ce ne serait pas soutenu par le NPD. Bien, c'est ce qu'on a vu récemment, parce que, tout le dossier de l'ingérence chinoise a occulté beaucoup les travaux de la dernière session parlementaire, et avec raison. Et quand on a vu cette résolution déposée un peu par le NPD, mais qui, d'un côté, dit on va soutenir le gouvernement, mais bref, en même temps, c'est un peu particulier, mais on comprend la situation peut-être du NPD de ne pas vouloir d'élection à ce moment-ci pour leur formation. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce dossier-là de l'ingérence chinoise? Nous, on a l'impression que ce qui va se passer avec ça va peut-être ressembler un peu à ce qui s'était fait dans le temps du scandale des commandites. C'est à force de pression politique qu'éventuellement le gouvernement n'aura plus le choix que de déclencher une enquête publique, ce qui est sa prérogative. La Chambre, le Parlement ne peut pas le faire. C'est vraiment la prérogative du gouvernement. Parce qu'on voit que la pression, elle est toujours là. On a peut-être un peu l'impression qu'avec le dossier qui ne se règle pas, il y a peut-être des fuites qui vont continuer à sortir, des gens de plus en plus qui sont mécontents du travail de M. Johnston. Il y a quelqu'un qui nous disait, au départ, j'étais satisfaite de sa nomination, puis quand j'ai vu le rapport où il ne demandait pas d'enquête publique, je dis, déjà, ça, c'est un problème, puis il ne me semble pas saisir l'ampleur de l'importance du dossier. Il n'est ni expert sur la Chine, ni expert sur le renseignement. C'est définitivement pas la bonne personne pour continuer le dossier. Donc, on risque de continuer à mettre de la pression. Le seul doute que j'ai, moi, dans tout ça, comme citoyen, je me dis, oui, on voudrait une enquête publique, mais en même temps, comment peut-on mener une enquête publique alors qu'il y a beaucoup de contenu dans cette histoire-là qui relève du secret et c'est normal qu'il en soit ainsi. Donc, comment peut-on tenir une enquête publique s'il y a beaucoup de segments qu'on ne peut pas mettre sur la place publique? Nous, notre argument est à l'effet que ce qui est surtout important si on déclenche une enquête publique, c'est que la personne qui va être à la tête de ça doit avoir l'assentiment, l'aval de l'ensemble des partis à la Chambre des communes. Donc, si c'est une personne qu'on sait neutre, qui est nommée et qui décide pour certains aspects, pour des questions de sécurité nationale, de fonctionner à huis clos, on saura que c'est pas pour cacher quelque chose qui est nuisible au Parti libéral. Ça va être parce qu'il y a vraiment un enjeu de sécurité. Et ça s'est fait par le passé. On peut penser à l'affaire Maher-Harrar, qui avait justifié la tenue d'une enquête publique, malgré que la question du terrorisme, c'est vraiment un enjeu de sécurité nationale. Et ça avait pu être fait avec des portions à huis clos. Il n'y a pas de raison que, pour ce dossier-là, ça ne se fasse pas également. Donc, on peut jongler avec les deux. C'est pas parce qu'il y a un enjeu de sécurité nationale qu'on ne peut pas tenir une enquête publique. Bon. Outre cette question de l'ingérence chinoise, qu'est-ce qui caractérise, selon vous, les principaux faits saillants de cette dernière session parlementaire? On risque d'être beaucoup dans les prochains jours, voire semaines, sur C-47, qui est la loi de mise en application du budget. Les conservateurs ont déjà pas mal annoncé leur couleur, à l'effet qu'ils feraient à peu près systématiquement de l'obstruction. Puis c'est dans la liste d'épicerie du gouvernement de faire passer certains projets de loi
dont celui-là, avant la fin de la session parlementaire. Donc, on peut s'attendre à des horaires où on va siéger jusqu'à minuit, fort probablement tous les soirs ou presque tous les soirs, et jusqu'à relativement tard. On peut parler du 23 juin assez facilement. On va être là-dessus, puis on va être sur l'ingérence aussi. Nous, on ne veut pas partir en vacances tant qu'on n'aura pas continué de maintenir la pression sur le gouvernement. Donc, ça risque d'être l'ingérence et le budget, la loi sur le budget qui vont faire l'objet de nos travaux. Et quelle est la position du Bloc québécois à l'égard de C-47? On est contre. On a voté contre en deuxième lecture parce qu'il n'y avait pas d'amélioration de la situation des aînés là, avec sécurité de la vieillesse, revenus garantis. Les mesures pour l'environnement n'étaient pas suffisantes. Donc, dans la même mesure où on a voté contre le budget, il était logique de voter contre la loi d'application du budget, qui est une loi mammouth là, qui contient tout et n'importe quoi. Mais on ne fait pas d'obstruction, par contre. On vote contre. On essaie de l'améliorer en comité. On propose des amendements, mais on ne fait pas perdre, si vous me passez l'expression, le temps de la Chambre là-dessus non plus. Bon. Votre rôle de parlementaire comme porte-parole de l'opposition en matière de défense et tout ça, ce qui vous a amené aussi certains déplacements dans la dernière année, dont un tout récent. Qu'est-ce que ça amène comme rôle, ça, pour vous-même, là? Ça m'amène beaucoup de nouvelles connaissances. Moi, j'ai pas un background, si vous me passez l'expression, militaire. J'ai eu une courbe d'apprentissage assez à pic, mais ça me permet de mieux saisir les enjeux locaux, mais dans un aspect un peu plus global, puis de tisser des liens aussi avec mes collègues qui sont sur le comité de la défense pour mieux pousser des enjeux locaux. Peut-être que vous êtes au courant, il y a Mark Gerritsen, le député de Kingston, qui est venu visiter le collège militaire à Saint-Jean. Bien, la façon de le convaincre de venir, c'était entre autres sur des aspects nationaux, comme le rapport Arbour, quelle incidence ça peut avoir sur les collèges militaires, mais ça a permis aussi de passer de l'information beaucoup plus locale, notamment sur le rôle de la corporation du Fort Saint-Jean au collège militaire. Donc, il y a des liens qui se tissent entre les dossiers nationaux et ce qui touche plus notre communauté au niveau militaire. C'est l'avantage d'avoir le chapeau de la défense présentement. Je suis capable de mieux faire des ponts entre ce qui est local et ce qui est national. Bon, parlons justement de la corporation du Fort Saint-Jean, qui est toujours à l'étape de renouveler son bail avec la Défense nationale. Où en sommes-nous en date d'aujourd'hui? Je pense qu'on est un peu en attente de voir qu'est-ce qui va se prendre comme décision à des paliers plus élevés. On essaie de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe, d'avoir un peu plus d'informations. Pour l'instant, ça percole pas nécessairement tant que ça, d'où l'intérêt de continuer à faire connaître la situation de la corporation à des décideurs qui sont peut-être pas si conscients que ça de la plus-value d'avoir une corporation. Je reviens à M. Gerritsen, justement, qui a réalisé qu'avoir un modèle comme la corporation chez lui, ça permettrait au Collège militaire de Kingston de mieux dépenser de l'argent qui vient du fonds des anciens du collège qui ne peuvent pas dépenser tellement qu'ils le donnent à Saint-Jean à la place pour la réfection d'un mess, le musée aussi qui fonctionne, qui est magnifique à Saint-Jean, mais on dit que le musée à Kingston, c'est des tonnes et des tonnes d'artefacts qui ne peuvent pas être exposés parce qu'ils n'ont pas la capacité d'utiliser les fonds. Donc, de faire connaître ce modèle-là permet, après ça, d'avoir une porte d'entrée au gouvernement pour dire, attendez, c'est intéressant qu'est-ce qui se passe là-bas. Il ne faudrait pas tirer la plug là-dessus sans avoir mieux analysé qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu en mode faire connaître d'une certaine façon la situation à Saint-Jean, qui est peut-être pas aussi bien connue qu'on aurait pu penser au sein du gouvernement. En même temps, si demain matin, le bail vient à échéance, qu'il n'est pas renouvelé, que la Défense reprend les opérations comme on les connaissait dans les années 80-90, ce serait une mini-catastrophe là, ici, avec la Corpo. Absolument. Puis on ne peut pas s'attendre à ce que les services soient aussi bien rendus. La corporation a développé une expertise incroyable. Et le taux de vétusté juste ça comme exemple, le taux de vétusté du site est un des plus bas dans tout l'appareil gouvernemental fédéral. Là. C'est juste l'entretien des infrastructures, les services donnés aux élèves officiers, la qualité de la surveillance, de la sécurité, de la nourriture, l'état des dortoirs. Il y a vraiment une bonne plus-value. C'est tout ça qu'on perdrait si on devait retirer le contrat et le redonner à la Défense qui n'a pas été habituée à gérer ça par le passé. Autres enjeux locaux dans la région, est-ce qu'il y a d'autres enjeux sur lesquels vous poussez actuellement
à l'égard des infrastructures fédérales dans le comté? Je vous dirais que ça, c'est le principal c'est le gros présentement. Là, morceau. c'est pas mal, c'est la couleur de Saint-Jean. Autrement, dans les autres dossiers, on est, par exemple, un peu plus sur la question de l'assurance-emploi, où on a eu récemment une information à l'effet que le comité chômage n'a plus accès à des informations spécifiques dans les dossiers, ce qui empêche une bonne représentation des commettants. Donc, c'est plus des dossiers à la pièce sur lesquels on est. Mon dossier majeur présentement, c'est vraiment ce qui se passe au niveau de la corporation du collège militaire. Parce qu'au niveau de l'assurance-emploi, il n'y a toujours pas de réforme comme telle. Les délais sont extrêmement longs. Les critères pour se qualifier extrêmement complexes. Bref, c'est pas toujours rose. Et côté passeport, avez-vous encore des citoyens qui téléphonent à votre bureau pour se plaindre de certains écueils ou si ça va rondement? Là? On touche du bois présentement. Ça semble bien aller. Les délais annoncés sur le site de Service Canada sont respectés. Les gens qui nous appellent, c'est juste parce qu'ils pensent qu'on peut encore faire nous-mêmes l'envoi de passeport au gouvernement. On leur dit de passer par Service Canada là, à Douglas, puis que ça fonctionne bien. On n'a pas eu d'enjeu sur les passeports. Ça semble bien aller. Au niveau des travailleurs étrangers saisonniers aussi, ça a été une catastrophe il y a 2 ans. Même l'année passée, c'était pas facile. On n'a pas encore trop d'échos comme quoi il y a des problèmes. Donc, ça semble s'annoncer un été qui fonctionne un petit peu mieux pour l'instant. Je dis ça, puis ça se trouve, demain matin, il y a quelque chose qui va exploser. Mais pour l'instant, ça se passe relativement rondement. Et parlant d'été, il y a toujours des programmes d'emploi au fédéral pour l'été, oui? Oui, mais ce qui est le problème cette année, c'est qu'on a eu des choix crève-cœur à faire. Le budget a été amputé d'environ 35 versus l'année passée. Donc, il a fallu qu'on informe les gens, puis on essaie de le faire d'avance aussi pour pas que les gens... d'entrée de jeu, considèrent le programme comme faisant partie de leur revenu. On leur a dit, on sait qu'on aura des coupures à faire. Donc, essayez idéalement de ne pas vous fier là-dessus avant d'avoir obtenu une réponse. Donc, il a fallu qu'on coupe dans les postes qui ont été octroyés. On continue à demander à ce qu'il y ait un budget qui soit débloqué pour compenser. On est en pleine période d'inflation. Les coûts augmentent, mais les salaires aussi ont augmenté. Le salaire minimum a augmenté. Donc, on est revenu à ce qu'il y avait avant la COVID, sans tenir compte de l'inflation en plus. Donc, c'est une situation difficile au niveau de ce programme-là présentement. Christine Normandin, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Bon été. Pareillement. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Samedi 17 juin, 10h, une belle activité au Parc des Parulines, limitrophe au quartier NDL et secteur l'Acadie, à la découverte des amphibiens. Donc, si vous avez de l'intérêt pour la chose, vous pouvez bien sûr vous présenter à cette activité. À demain. Bye-bye.